Aujourd'hui, nous étudions une affaire du début du XXe siècle. Installez-vous, nous partons pour l'Australie. Patrick Kenneth est né le 8 septembre 1863. Il a grandi à Dungog, petite ville agricole de la côte nord médiane de Nouvelle-Galles du Sud. Dans les années 60, Dungog était une petite localité rurale composée de quelques maisons modestes au milieu de la brousse. La vie là-bas était difficile et les habitants devaient être autonomes, travaillant sans relâche pour tirer leur subsistance de la terre. Les années suivantes, la mère de Patrick, Marie, eut 7 autres enfants, 3 garçons et 4 filles. En 91, les Kenneth quittèrent Dungog pour s'installer à Springshaw, une petite ville des Central Highlands, Queensland. La raison de leur départ est inconnue, mais il paraît qu'ils ont déménagé pour fuir les autorités qui voulaient les interroger sur un vol de bétail. À Springshaw, les garçons Kenneth continuèrent à vivre comme à Dungog, marchant sur une ligne étroite entre bien et mal. Connus pour les courses de chevaux et souvent soupçonnés de vol de bétail et de chevaux, ils perpétuaient la réputation familiale d'hommes robustes et résilients de la terre. Patrick et Jacques, les deux aînés, étaient les plus audacieux et déterminés des frères Kenneth, prêts à défier quiconque s'opposait à eux. En 94, Patrick et Jacques attirèrent l'attention des autorités après une escapade audacieuse lors d'une course à Charleville. Leur journée aux courses ne s'est pas passée comme prévu, laissant Patrick et Jacques sans argent pour rembourser leurs dettes. Pour améliorer leur situation financière, ils ont volé 3 chevaux de course et tenté de fuir, mais leur plan a vite échoué. Au fil de la diffusion du vol, les frères furent surveillés par la police locale. Malgré l'enquête pour vol ouverte contre eux, ils ont continué leurs activités illicites. Imperturbables, les Kenneth ont accru leur crime en volant un troupeau de bétail. Ils ont demandé à leur père, surnommé Vieux Kenneth, de transporter les vaches volées à Roma pour les vendre. Les frères prévoyaient d'utiliser le produit de cette vente pour engager un bon avocat. Comme Patrick et James étaient convaincus qu'ils pouvaient se défendre avec succès contre les accusations, leur confiance s'est avérée justifiée, puisque l'affaire a finalement été abandonnée. Ils ont encore été arrêtés pour vol de chevaux en janvier 1995 à Tambo, Queensland. Cependant, avant que les autorités ne puissent les mettre derrière les barreaux, ils ont réussi à s'échapper. Ils ont ensuite disparu à nouveau dans le bush, reprenant leur mode de vie nomade. Il a fallu attendre le 8 février pour que les forces de l'ordre les retrouvent enfin, et pendant qu'ils dormaient, ils sont entrés dans leur camp. Réveillé par le vacarme, Patrick a voulu fuir, mais un coup de feu a retenti lorsque son cheval l'a jeté à terre. La fuite de James a aussi échoué. Il a heurté une branche et est tombé, l'empêchant de s'échapper. Après leur capture, les frères ont été conduits à Roma, centre administratif de la région de Maranoa au Queensland, où ils ont été détenus en attendant leur procès. Pendant le procès, les preuves étaient accablantes et ils ont été condamnés pour vol de chevaux. Patrick a écopé d'une peine de 3 ans, tandis que James a été condamné à 2 ans de prison. Leur passage en prison a renforcé leur mépris pour l'autorité, mais une fois libres, ils ont fait face à une réalité troublante. La famille avait perdu le bail du terrain à Ralph Block, où elle vivait, car il avait été résilié à la suite des nombreuses plaintes concernant les activités douteuses de la famille. Privés de domicile, les Kenneth devinrent totalement nomades. Ils explorèrent l'outback, dormaient sous tente, chassaient pour se nourrir et affrontaient les difficultés de cette vie rude. Cette vie leur donnait une impression de liberté. Pourtant, alors qu'ils parcouraient les vastes paysages du Queensland, ils retombaient inévitablement dans leurs anciennes habitudes et poursuivaient leur mode de vie fait de vol de bétail et de marginalité par rapport à la loi. Le 30 mars 1802 était le dimanche de Pâques. Patrick et James s'étaient installés dans l'une de leurs cachettes favorites, appelée Lethbridge Pocket. Ils furent rejoints par leurs frères cadets et leur père et s'installèrent dans cet endroit isolé. Blotti au sein des chênes de Carnivon, avec ses pentes abruptes menant à un lit de ruisseau creux, le secteur était réputé difficile d'accès et offrait un refuge idéal pour qu'ils puissent y rester. Pour Kenneth, ce terrain accidenté était une seconde nature. Il connaissait parfaitement les chênes de Carnivon et s'y sentait à l'aise. La distance entre Lethbridge Pocket et la ville la plus proche offrait un sentiment de sécurité.
la nature sauvage les protégeant des regards indiscrets et de l'influence extérieure. Mais les Kenneth n'avaient pas réalisé qu'ils étaient suivis. 9 jours auparavant, un mandat d'arrêt visait James et Patrick. L'agent George Doyle devait les arrêter, aidé par Albert Dulk, directeur de la station Carnarvon Down. Les deux hommes étaient accompagnés de Sam Johnson, un pisteur australien autochtone expérimenté dont l'expertise était précieuse pour la recherche. Parmi eux, seul Albert Dulk avait une expérience directe avec les Kenneth. Lui et James s'étaient déjà affrontés lors d'une altercation houleuse qui avait dégénéré physiquement, et James en était sorti bien plus mal en point, une humiliation qu'il n'avait pas oubliée. Pour Albert, le sentiment était partagé. Il méprisait depuis longtemps les Kenneth pour leur vol de bétail et accepta avec empressement de les traquer. Alors que les 3 hommes approchèrent de Lethbridge Pocket, Sam aperçut un mouvement sur la crête de l'autre côté de la vallée. On pouvait voir 3 têtes dépassées d'un rocher. C'était Patrick, James et leur jeune frère, Tom, âgé de 18 ans. Sam appela ses compagnons. Les voilà, les Kenneth avaient déjà repéré le groupe et, suivant leur père, se sont séparés. Le constable Doyle et Albert sont immédiatement partis au galop à la poursuite de James, tandis que Sam a rapidement attaché le cheval de bas à une bûche voisine avant de se joindre à la poursuite. En les rejoignant, il a vu le constable George Doyle et Albert Dulk encercler James, désormais piégé et incapable de fuir. Pendant que les 2 hommes faisaient descendre James de son cheval, ils ont appelé Sam pour qu'il prenne les menottes dans une sacoche sur le cheval de bas, afin d'attacher James Kenneth. Sam est revenu à cheval chercher les menottes. Cependant, alors qu'il fouillait dans les provisions, un coup de feu perçant brisa soudainement le silence, suivi de 4 autres en succession rapide. Il savait que les tirs pouvaient venir de l'agent Doyle, mais si ce n'était pas le cas, il comprit le danger de s'approcher à cheval. Ignorant ce qui s'était passé, il décida vite de chercher de l'aide. Plus tard, les secours arrivèrent sans aucune trace des Kenneth, de l'agent Doyle ou d'Albert Dulk. En avril, le vieux Kenneth fut arrêté avec ses 2 plus jeunes fils, John et Thomas. On pensait qu'ils essayaient d'effacer les traces de James et Patrick. Les 3 furent ensuite enfermés à la prison de Springshaw. La police a indiqué que Patrick et James étaient sûrement déjà loin et que, bien cachés, leur arrestation risquait de durer. Les recherches continuaient sans relâche, car les autorités ignoraient où étaient l'agent Doyle et Albert Dulk. Peu de temps après l'arrestation du vieux Kenneth et de ses plus jeunes fils, l'équipe de recherche est tombée sur le cheval de l'agent Doyle. Mais en vérifiant les sacoches, ils ont été choqués de trouver des ossements humains calcinés. Ils ont aussitôt pensé qu'il s'agissait des restes des 2 hommes tués par les frères et qu'ils avaient placé leurs restes dans les sacoches afin d'essayer de dissimuler toute trace de ce terrible crime. Mais le cheval avec sa terrible cargaison s'est alors échappé et aéré jusqu'à ce qu'il soit retrouvé à seulement 2 miles de l'endroit où l'agent Doyle et Albert Dulk avaient tenté d'appréhender les Kenneth. La recherche s'est poursuivie et quelques heures plus tard, l'équipe de recherche est tombée sur les cendres d'un feu qui contenait des os brûlés, des dents, des boutons et les restes d'un corps. Face à l'intérêt des médias et du public, le commissaire Parry O'Kendon a annoncé la découverte macabre. Il a aussi révélé que ses agents avaient trouvé 3 petits feux près du lit du ruisseau et du sang sur le sol. Alors qu'il continuait de s'adresser à la presse, il raconta comment 2 paires d'éperons avaient été retrouvées, jetées sur le sol, et confirma qu'elles appartenaient à l'agent Doyle et à Albert Dulk. Il a aussi indiqué aux journalistes que l'examen de la zone montrait des impacts de balles sur les troncs d'arbres. Le commissaire a confirmé que, selon lui, les preuves montraient que l'agent George Doyle et Albert Dulk avaient été tués par Patrick et James Kenneth. La nouvelle des meurtres présumés s'est vite propagée dans le Queensland, les gros titres sur les actes de brûlure et de démembrement faisant la une nationale. Une récompense de 1000 livres a été offerte pour la capture des 2 frères. La recherche des Kenneth fut éprouvante. Ceux sur leur piste avaient l'impression de pourchasser des fantômes, le paysage accidenté semblant cacher les frères, et ce, pendant près de 100 jours. Patrick et James ont échappé à la capture le matin du 3 juin, lorsque des policiers et des pisteurs autochtones australiens ont découvert et attaqué leur camp. Les chevaux du duo ont été abattus et James capturé en fuyant. Patrick les a tenus à distance le plus longtemps possible, tirant des coups de semonce et se cachant dans la brousse. Finalement, il a réalisé qu'il était encerclé et s'est rendu. Les frères ont ensuite été emmenés dans la ville de Mitchell, où ils ont été escortés en train jusqu'à Brisbane.
James et Patrick Kenneth ont comparu devant le tribunal de police de la ville, accusés des meurtres d'Albert Dulk et de l'agent George Doyle. Le public est venu nombreux pour voir ces célèbres bandits. Après avoir entendu plusieurs témoins et décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper les hommes, Patrick et James ont été emprisonnés en attendant leur passage devant le tribunal. Ils n'ont reparu en public qu'en novembre, au début de leur procès. Comme lors de la première audience, la salle était bondée de spectateurs attendant anxieusement la suite. James et Patrick, conduits dans l'escalier depuis les cellules, ont salué l'avocat selon le protocole avant de s'asseoir à leur place. Monsieur Edwin Lilly et Monsieur Stum ont été nommés procureurs de la couronne. Monsieur McGrath dirigeait la défense. Monsieur Lilly expliqua au jury pourquoi l'agent Doyle et Albert Dalk recherchaient les frères Kenneth et présenta leur déplacement connu. Jusqu'à ce que Sam Johnson entende les coups de feu, Monsieur Lilly a ensuite changé de sujet, expliquant la disposition des poches de Lethbridge et racontant tous les événements du 30 mars 1902. Il a également détaillé la découverte horrible faite dans les sacoches et l'a décrite avec des détails sinistres. Il déclara au jury que toutes les preuves montraient que l'agent Doyle avait arrêté James Kenneth. Quand Albert Dalke vit Patrick arriver sur la colline, il le poursuivit. Monsieur Lilly proposa alors. Patrick a tiré sur Albert Dalke, puis l'agent Doyle a subi le même sort en tentant d'intervenir. Sam Johnson a été appelé à la barre des témoins, et Monsieur Lilly l'a interrogé en détail, lui demandant de raconter les événements de ce jour-là. Après les questions de Monsieur Lilly, la défense contre-interrogea le témoin. Monsieur McGrath a demandé à Sam comment il savait que c'était James Kenneth à Lethbridge Pocket, sans jamais l'avoir vu en photo. Sam a répondu que l'agent de police lui avait dit que c'était James qu'il poursuivait. Plus tard, le juge a demandé à Sam d'identifier les hommes qu'il avait vus ce jour-là, et sans hésiter, il a désigné les deux accusés. Le médecin légiste témoigna ensuite. Il a décrit les objets des sacoches, confirmant la présence de charbon, cendres, fragments d'os, épingles, boutons, vêtements et parties de corps. Il a expliqué avoir examiné minutieusement le sac et identifié un fragment de crâne humain. Lorsque le juge a demandé s'il y avait plus d'un crâne, le médecin légiste a répondu qu'il ne pouvait pas le dire. Il a ajouté devant la cour avoir aussi trouvé des fragments de vertèbres humaines et des os du bassin, de la cuisse, de la jambe, de la main et de l'orteil. Il a déclaré que, selon lui, ces os provenaient probablement d'un homme adulte ou de plusieurs hommes adultes, bien qu'il ne puisse pas confirmer si les os appartenaient à plus d'une personne. Après 3 jours d'audience, le juge a demandé à l'avocat de l'accusation comment les 2 prisonniers pouvaient être accusés ensemble des mêmes meurtres. Monsieur Lilly a répondu que la couronne se concentrerait sur le meurtre de l'agent George Doyle, puis l'accusation a conclu sa plaidoirie. Monsieur McGrath, pour la défense, a affirmé qu'il manquait de preuves pour présenter l'affaire au jury, notant que l'accusation n'avait pas prouvé la mort de l'agent Doyle ni identifié ses restes. Pourtant, le juge a maintenu le procès. Quand la défense appela des témoins, Patrick et James purent s'exprimer eux-mêmes, ce qui choqua de nombreuses personnes. Les 2 frères ont affirmé non seulement qu'ils n'étaient pas responsables de ce crime horrible, mais qu'ils n'avaient même pas été près des poches de Lethbridge, le jour des meurtres. Ils ont affirmé qu'en réalité, ils se trouvaient à des kilomètres de là pour des affaires liées aux courses de chevaux et ont présenté des témoins qui ont confirmé cela. C'est à ce moment-là que la défense avait terminé de présenter ses preuves. Lors de sa plaidoirie finale, M. McGrath a souligné le caractère circonstanciel des preuves et relevé des incohérences dans le témoignage de Sam Johnson. Il a douté que Sam Johnson ait vu Tom Kenneth ce jour-là, car Tom avait été vu loin de là. Après la déclaration finale de 3h30 de M. McGrath, M. Lilly a demandé une dernière occasion de s'adresser au jury. Il les a incités à juger les Kenneth coupables, affirmant que la défense avait inventé des témoignages et monté un complot pour les innocenter. Il a présenté les preuves, des restes calcinés dans les sacoches et des parties du corps dans le feu. Il a alors demandé « À qui d'autre serait-il » Après le résumé du juge, le jury est parti délibérer. À leur retour, chaque juré a rendu son verdict, déclarant Patrick et James Kenneth coupables. On a demandé à Patrick s'il voulait expliquer pourquoi il ne devrait pas être condamné à mort. Il a répondu « Oui, votre honneur ». Puis il s'est levé et a dit « Je connais la sentence que vous allez prononcer. Et avant que vous ne le fassiez, je dis « Je suis un homme innocent. J'espère qu'avant de quitter ce monde, vous découvrirez que je suis un homme innocent. »
Lorsque James a été interrogé sur la même question, il a regardé droit le juge et a dit « Oui, je l'ai fait, votre honneur. Je souhaite mentionner, si vous me permettez de commenter votre résumé de l'affaire aujourd'hui, que je pense que vous ne nous avez jamais accordé un seul élément de justice. Je n'ai aucun autre témoin à appeler, si ce n'est Dieu Tout-Puissant. Que je suis un homme innocent. Il est le seul que je puisse invoquer. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis un homme innocent. » Patrick et James Kenneth ont tous deux été condamnés à mort. En janvier 1903, dans un retournement du destin, James a vu sa peine commuée en réclusion à perpétuité. 11 jours plus tard, son frère Patrick a été pendu. James Kenneth a passé 12 ans en prison avant sa libération. Il est mort en octobre 40 et, dans ses derniers instants, il a continué à clamer son innocence. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait commis les crimes du 30 mars 02, il a répondu « Je vous l'ai déjà dit, je suis innocent. Je suis aussi innocent que mon juge. » Il y a plus d'un siècle, cette tragédie a bouleversé l'Australie. Mais toutes ces années plus tard, certains se demandent encore si Patrick et James Kenneth ont réellement tué l'agent George Doyle et Albert Dulk. Ou bien, le 12 janvier 1903, l'Australie a-t-elle pendu un homme innocent ? Bonjour à tous et merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.